Donc, sans plus tarder, je vous présente les trois invités, les trois présentateurs. Tout d'abord, Mme Evelyne Tifo, professeure adjointe au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval. Ce sera notre première présentatrice. Vous pouvez prendre place, Mme Tifo. Secondly, we will have Johanna Ruta, Senior Scientist at the Natural Resources Institute of Finland. Please welcome and come here. Et le dernier, non le moindre, M. Pierre Martineau, ingénieur forestier, actuellement PDG de l'Association des producteurs de copeaux du Québec, qui est un regroupement de 44 usines de sciage pour la belle région du Québec. Donc, bienvenue. Marino, excusez-moi. Donc, vous pouvez prendre place. Donc, sans plus tarder, Mme Tifo, je vous laisse. Merci. Merci beaucoup. Je suis contente d'être là. I'm happy to be on the same panel as my colleague and friend from Finland, Johanna. Donc, je vais vous parler de biomasse forestière et particulièrement des enjeux environnementaux, écologiques reliés à l'utilisation de la biomasse forestière. Donc, juste pour pas qu'il y ait de confusion, c'est de manière ironique là, que je mets cette caricature-là. Là. C'est pas nécessairement le fond de ma pensée. Je voudrais commencer avec une citation que je trouve très importante, qui vient d'un rapport du GIEC, donc du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, donc le fameux GIEC qui réunit des milliers de chercheurs à grandeur du monde qui se mettent ensemble pour étudier la science du climat, pour regarder la littérature scientifique et donc écrivent des rapports à intervalles réguliers pour alimenter le développement de politiques. Donc, quand le GIEC écrit quelque chose dans un rapport, c'est le résumé de la science qui se passe à grandeur du monde. Donc, ça apporte beaucoup de poids. Et donc, cette citation-là vient d'un rapport qui a été publié en 2007 dans un chapitre qui partait sur la foresterie et donc les possibilités d'atténuation des changements climatiques par la foresterie. Et donc, la citation est la suivante. Un aménagement forestier durable visant à maintenir ou accroître les stocks de carbone en forêt, tout en produisant d'une manière soutenue du bois, de la fibre ou de l'énergie, va générer les plus grands bénéfices durables en matière d'atténuation. Donc, ce que cette citation-là nous dit, c'est que le GIEC reconnaît le rôle central de la foresterie, des produits forestiers, dans l'aménagement forestier, dans la lutte au changement climatique. Donc, le GIEC dit que la foresterie a un rôle central à jouer dans l'atténuation des changements climatiques, ce qui est une bonne nouvelle comme forestier. Et en plus, ils disent que l'énergie venant des forêts est aussi un de ces outils-là très importants pour la lutte au changement climatique. Donc, pour tous ceux qui travaillent sur la biomasse forestière, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que le GIEC reconnaît le rôle important qu'on a à jouer pour la lutte à cet enjeu-là, qui est l'enjeu majeur de notre époque, les changements climatiques. Donc, c'est une bonne nouvelle que le GIEC nous reconnaisse ce rôle-là de super-héros de la lutte au changement climatique. Donc, la biomasse forestière a une grande importance pour ça. Donc, c'est le point de départ de notre discussion qu'il faut avoir en tête. Donc, qu'est-ce que la biomasse forestière pour la bioénergie? Dans les conditions québécoises et canadiennes, ça inclut les résidus, les arbres et les parties d'arbres qui sont peu ou pas utilisés par les industries conventionnelles du bois. Donc, ça, c'est une photo qui vient du Témiscouata, donc dans l'est du Québec. Donc, pour 1 hectare de forêt, on a sorti le bois de haute qualité qui va aller au sciage, du bois d'un peu moins bonne qualité qui va aller à la pâte, et les résidus de coupe, les pieds, les branches des arbres constituent ce qu'on appelle la biomasse forestière qui va s'en aller à la bioénergie. Donc, pour un ingénieur forestier comme moi, de voir ça, c'est un rêve de pouvoir tirer le maximum de produits pour chaque kilomètre de chemin que tu fais, pour chaque hectare de forêt que tu aménages. Avec le marché de la biomasse forestière pour la bioénergie, ça veut dire qu'on optimise le panier de produits qu'on peut tirer de nos opérations forestières. Et donc, c'est très positif. Donc, on peut voir ça d'un point de vue positif.
Mais en même temps, on a le signal qui vient d'un peu partout, des gens qui sont pas aussi optimistes et contents que moi quand on parle de biomasse forestière. Vous vous souvenez sûrement de ce rapport-là que Greenpeace a publié il y a quelques années, qui s'appelait en français, qui s'appelait Biomascarade, et donc qui disait que le développement de la biomasse forestière au Canada, ça représentait une catastrophe pour les forêts, parce que déjà qu'on surexploite nos forêts, on les aménage mal. Là, en plus, on va récolter encore plus de bois pour la bioénergie, et donc on s'en allait direct dans le mur avec ça, dans une catastrophe environnementale. Et donc, cet avis-là de Greenpeace est partagé par d'autres groupes. Ça vient d'une campagne de publicité qui a eu lieu en Angleterre. Donc, c'est des gros panneaux qu'il y avait sur les autobus. C'est un petit arbre qui dit quand je vais être grand, je vais être une table, s'il vous plaît, ne me brûlez pas. Donc, c'est une campagne d'un groupe environnemental en Angleterre. Un autre rapport qui a été publié il y a quelques années, disant que l'utilisation de la biomasse forestière, c'est encore pire que le charbon, puis que ça allait causer, c'était une mauvaise nouvelle pour la planète qu'on développe la biomasse. Donc, on a ces signaux-là qui nous arrivent. Donc, est-ce que c'est une bonne idée d'un point de vue environnemental ou une mauvaise idée de récolter de la biomasse forestière pour la bioénergie? Donc, moi, ma formation est en écologie forestière. Donc, quand on regarde si on fait des opérations forestières, ça veut dire qu'il y a des parties d'arbres qui, s'il n'y avait pas de marché de la biomasse, resteraient en forêt, resteraient sur les sites de coupe. Donc, ce qui est encerclé en vert, c'est des résidus de coupe. Donc oui, ça représente un feedstock potentiel pour la bioénergie, mais en même temps, c'est de la matière organique, c'est des éléments nutritifs. Si on les prend pour faire de l'énergie, ben ils restent pas en forêt pour jouer leur rôle écologique, évidemment. Donc, il y a un trade-off à faire entre ces deux aspects-là. Et évidemment, si on les ramasse, ben ils peuvent pas jouer leur rôle écologique. Donc, évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, ça, c'est un fait qu'il peut y avoir des impacts possibles, mais est-ce que ces impacts-là sont si grands? Est-ce qu'ils sont grands? Est-ce que ça cause une catastrophe environnementale? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de chercheurs qui, depuis des décennies, étudient ça, l'impact de la récolte plus intensive de la biomasse. Et donc, j'ai fait mon doctorat là-dessus il y a quelques années sur l'impact de la récolte des résidus de coupe, et j'avais la chance de pouvoir me tenir sur les épaules de dizaines de chercheurs à grandeur du monde qui avaient aussi étudié ça. Donc, il y a des données qui existent à grandeur de la planète sur les impacts écologiques de la récolte de biomasse. Et donc, quand on regarde, ici, c'est un graphique tiré d'un article qu'on a publié il y a quelques années, où on résumait les résultats de différentes études sur les impacts écologiques. Et ce qu'on s'aperçoit, donc, quand vous avez des points qui sont en dessous de la ligne de la ligne 1, ça veut dire qu'on voit des impacts négatifs de la récolte de biomasse. Et quand il y a des points au-dessus, c'est qu'il peut y avoir des impacts positifs de la récolte de biomasse. Donc, vous voyez que les résultats sont pas si catastrophiques que ça. Dans bien des cas, par exemple, en termes de survie de la régénération après coupe, dans la plupart des cas, on voit des effets positifs de la récolte de biomasse, donc d'enlever les résidus de coupe. Quand on regarde en termes de croissance des arbres, les résultats sont plus partagés. Quelquefois, on voit des impacts positifs et quelquefois, on voit des impacts négatifs. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a absolument une catastrophe environnementale si on récolte les résidus de coupe. La science dit que c'est beaucoup plus partagé que ça. Dans certains cas, il peut y avoir des effets négatifs. Mais grâce à la science qu'on a, on est capable d'identifier les situations, les types de sites, les types d'espèces pour lesquels il y a des risques d'avoir des effets négatifs. Donc, les travaux qu'on a faits au Québec ont montré, par exemple, que dans le cas d'un site très grossier, très sableux, très sec en partant, ou les sols très minces, c'est dans ces cas-là qu'on voyait des impacts négatifs sur la productivité des écosystèmes lorsqu'on récoltait trop de biomasse, lorsqu'on allait chercher les résidus de coupe. Alors que dans la plupart des autres sites, on ne voyait pas d'effet. Donc, c'est assez facile à identifier que lorsqu'on fait de l'aménagement forestier, bon, sur ces sites-là, ben, on ne va pas récolter les résidus de coupe. Donc, les sites qui sont déjà un peu à risque.
Donc, je veux utiliser la citation de ce film-là, le Martien, qui à un moment donné dit qu'il est pris sur Mars, il y a plein de problèmes, puis il dit « Let's science the shit out of this ». Donc, si lui a réussi à revenir de la planète Mars, on doit bien être capable de faire de l'aménagement forestier puis d'éviter de faire de la récolte de biomasse sur les sites sensibles. Donc, let's science the shit out of this. Si je prends le type de cas, par exemple, au lac Saint-Jean, et que je regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour aller récolter de la biomasse tout en protégeant les écosystèmes, en évitant de causer des problèmes aux sites sensibles, en utilisant juste les recherches disponibles au Québec et ailleurs dans le monde, on est capable assez facilement d'identifier des conditions écologiques, des types de sites qui posent des risques si on va récolter trop de biomasse. Donc, on avait fait l'exercice pour le lac Saint-Jean et donc en collaboration avec les parties prenantes du territoire, ce qui s'est fait en recherche, on a été capable d'identifier une série de sites pour lesquels on serait mieux de ne pas aller récolter les résidus de coupe parce qu'ils sont à risque de perte de productivité ou à risque pour la biodiversité. Donc ça s'est fait très facilement en utilisant la science disponible. On peut, après ça, très facilement rentrer ces informations-là dans des modèles de planification de la récolte de biomasse. Donc, ça, c'est l'exemple du modèle développé par FP Innovation qui s'appelle le BIOS. C'est déjà prévu dans BIOS de tenir compte des enjeux écologiques. Donc, on peut facilement rentrer l'information là-dedans. Et ça, c'est la carte finale qu'on était capable de produire. Donc, les sites qui sont en vert pâle, c'est les sites pour lesquels il y a peu ou pas d'enjeux avec la récolte de biomasse, sur lesquels on peut aller. Et les sites qui sont colorés, bien, c'est des sites qui présentent des risques particuliers. Donc, on serait mieux de pas aller faire de récolte de biomasse. Donc, ce genre de carte-là, très facile à produire avec les connaissances actuelles. Et donc, de rentrer ça dans les modèles BIOS. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, on a fait l'exercice de calculer, si on ne tient pas compte de ces contraintes-là environnementales, c'est quoi la disponibilité de la biomasse sur ce territoire-là du lac Saint-Jean sur lequel on a fait notre étude. Donc, sans tenir compte des contraintes environnementales, il y a quand même des pertes lorsqu'on fait la récolte des résidus de coupe qui sont dus juste au transport, juste à l'utilisation de la machine. Donc, c'est impossible de ramasser 100% des résidus. Donc, la disponibilité technique dans ces conditions-là est à peu près de 55%, si on tient compte des pertes techniques. Si je regarde la quantité de biomasse qu'on perd à cause des contraintes écologiques, parce que c'est de la biomasse qui est sur des sites sensibles, ça représente 29% de la biomasse du territoire. Donc, même en enlevant ça, après ça, on rajoute les contraintes techniques sur les sites sur lesquels on peut aller. On est rendu à 39% de biomasse disponible sur le territoire. Donc, on est passé de 55% à 39%. Ce qui est quand même pas si épouvantable, et ça, c'est en utilisant des contraintes très, très sévères de protection des écosystèmes. Donc, si on voulait planifier une usine qui utiliserait des résidus de coupe, si on devait aller chercher de la biomasse partout sur le territoire, donc ça serait assez facile, on pourrait aller sur tous les sites. S'il faut faire attention aux sites sensibles, bien, ça veut dire qu'on augmente le transport un peu parce que là, il faut faire plus attention, on ne peut pas aller chercher la biomasse partout, il faut mieux choisir nos sites. Et là, on a fait les calculs économiques de qu'est-ce que ça représentait en termes d'augmentation des coûts pour tenir compte des contraintes écologiques. Ça a augmenté les coûts de 1 à 4% maximum pour le territoire du lac Saint-Jean. Parce que la biomasse, même en tenant compte des contraintes écologiques, il nous en sort par les oreilles. Parce qu'on fait beaucoup de foresterie, des résidus de coupe sur des sites productifs, il y en a en masse. Donc, on peut se permettre de protéger les sites sensibles, d'être très, très sévère, de protéger des écosystèmes exceptionnels et de se concentrer sur des sites très productifs. Puis même avec ça, on en a en masse de la biomasse pour avoir une industrie de la bioénergie très, très florissante puis qui tient compte des aspects environnementaux. Et ça, c'est juste en utilisant les connaissances de la science actuelle. Donc, quand on regarde le secteur forestier au Québec, au Canada, puis c'est la même chose dans les autres pays, c'est toujours un ensemble de produits qu'on va trouver. Pour un même arbre, on va aller tirer des parties d'arbres qui vont s'en aller à différents produits. Dans un peuplement, les arbres vont être répartis aussi entre différents produits. Donc, d'ajouter la biomasse dans le panier de produits,
c'est pas un si gros bouleversement que ça. On le fait déjà depuis très, très longtemps en foresterie de répartir les différents produits, les différents arbres entre les différentes industries du secteur forestier. Donc, d'ajouter la biomasse, ça ne vient pas changer nos pratiques tant que ça. Il y a peut-être des sites sensibles qu'il va falloir tenir compte, mais c'est déjà quelque chose qu'on est habitué de faire. Et en plus, dans le contexte québécois, canadien en particulier, il y a quelque chose qu'on a en abondance, c'est des arbres de faible qualité. Parce qu'on a des forêts qui sont dominées par les perturbations naturelles. Ça, c'est des arbres qui viennent de la tordeuse des bourgeons d'épinette. Donc, vous voyez que les arbres sont carriés parce qu'ils ont été affectés, ils ont été défoliés plusieurs années de suite. Ça, c'est après une coupe où on est allé chercher le bois à pâte et le bois de sciage. Ce qui reste sur le site, c'est les arbres de trop mauvaise qualité parce qu'ils ont été affectés par la tordeuse. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de preneur pour ces volumes-là sans marché de la bioénergie. Donc, c'est tous des arbres qu'on pourrait récolter, mais qu'on ne récolte pas parce qu'il n'y a pas de marché actuel. Donc, c'est une ressource qui est très, très importante. Donc, les bois de faible qualité, dans le contexte québécois et canadien, on en a en masse. Donc, ces arbres-là, les arbres, par exemple, affectés par les perturbations naturelles, les industries forestières conventionnelles n'en veulent pas parce que la qualité de la fibre est pas suffisante. Donc, ils n'ont pas les propriétés physiques, mécaniques qui conviennent pour le sciage ou la pente. Oh. Mais la bonne nouvelle avec les travaux qu'on fait, c'est que pour la bioénergie, ces arbres-là ont des propriétés très, très intéressantes. Donc, même s'ils n'ont pas les propriétés physiques, mécaniques suffisantes pour le sciage ou pour la pâte, on est capable de les brûler très, très facilement. C'est du matériel de bonne qualité pour ça. Puis en plus, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les arbres, quand ils perdent leurs propriétés intéressantes pour les produits conventionnels, ils gagnent en propriété pour la bioénergie. Des arbres morts, c'est souvent plus sec qu'un arbre vivant. Donc, c'est du matériel sec qu'on peut aller chercher pour faire de la bioénergie. Puis aussi, le fait qu'ils soient morts, ils sont souvent attaqués par des champignons de pourriture, mais ces champignons-là viennent changer les propriétés chimiques du bois et leur font quelquefois acquérir des propriétés qui les rendent super intéressants pour la fermentation ou pour la pyrolyse. Donc, ils gagnent en propriétés intéressantes pour les biocarburants liquides. Donc là, on a une ressource super intéressante qui n'est pas voulue par les industries conventionnelles. Donc, vous imaginez le maillage parfait qu'on voit là avec le secteur de la bioénergie qui pourrait venir mettre une valeur à ces arbres-là qui sont pour l'instant mal aimés. Un autre exemple de ça, c'est ceux qui viennent de l'ouest et du sud du Québec. Le hêtre, on en a en quantité dans les forêts feuillues, et le hêtre est présentement attaqué par une maladie qu'on appelle la maladie corticale du hêtre. Et déjà, le hêtre, les industries conventionnelles l'aimaient pas beaucoup parce que c'est un bois qu'on a de la misère à scier, puis donc on aime mieux d'autres espèces. Mais le hêtre se reproduit super facilement. On en a plein. On l'aimait déjà pas d'avance. Puis en plus, il se fait attaquer par la maladie corticale du hêtre qui vient dégrader complètement sa fibre et donc il le rend encore plus insupportable, désagréable pour les industries du sciage et de la pâte. Mais encore une fois, ces arbres-là qui sont morts, qui sont dégradés, gagnent en propriétés chimiques qui ouvrent tout un nouveau monde pour les biocarburants, pour le bioraffinage. Et donc, ces arbres-là, on ne sait plus quoi en faire, on en a partout. Et donc, ça ouvre des possibilités incroyables pour le secteur de la bioénergie des biocarburants. Et donc, c'est vrai depuis tout le temps que dans la chaîne de valeur en foresterie, ça nous prend des transformateurs qui utilisent les résidus et les bois de mauvaise qualité. Donc, toute la profitabilité du secteur forestier dépend d'avoir ces acteurs-là. Il va toujours avoir des joueurs qui vont pouvoir transformer le bois de haute qualité, donc les arbres de très haute qualité. Mais pour que les autres fonctionnent, ça prend absolument des preneurs de leurs résidus et des preneurs de bois de mauvaise qualité, sinon la chaîne de valeur ne fonctionne pas au Canada. Les usines de pâte et papier ont joué pendant très longtemps ce rôle-là de preneurs de bois de mauvaise qualité, mais donc avec la baisse du marché du papier, il y a un vide dans la chaîne de valeur qui risque de s'en aller juste en grandissant. Et donc, il y a une place très, très importante que la bioénergie et les biocarburants peuvent jouer dans la chaîne de valeur forestière. Donc, on a vraiment besoin, dans le cœur de la chaîne, d'un preneur de bois
de bois pas beau, de bois de mauvaise qualité et de résidus forestiers. Et donc, c'est une opportunité vraiment importante qui va permettre de créer de la valeur pour l'ensemble du secteur forestier, en plus de lutter contre les changements climatiques. Je voulais juste montrer ça rapidement. C'est un collègue néerlandais qui m'a aiguillé là-dessus. Donc, l'Europe est en train de développer des critères de durabilité pour la biomasse forestière qu'ils utilisent sur leur territoire. Et la bonne nouvelle, c'est que leurs critères de qualité, donc, ils vont exiger à partir de 2020, donc les Pays-Bas en particulier, que les granules de bois qu'ils vont importer viennent absolument de territoires qui sont certifiés par l'un ou l'autre des systèmes de certification environnementale. Et au Québec, au Canada, on a la chance que pratiquement tout notre territoire est certifié par un de ces systèmes-là, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc, on a vraiment un rôle, une place à jouer. Là, c'est sûr que pour l'instant, les prix, les producteurs de granules américains, ils peuvent ou russes aussi peuvent peut-être nous concurrencer, mais quand ces critères-là vont rentrer en activité, le Canada va vraiment avoir un gros avantage compétitif parce qu'on a un aménagement forestier durable, qu'on est facile de prouver que c'est durable. Nos lois environnementales qui régimentent le secteur forestier sont parmi les plus sévères au monde. Nos étendues de forêt sont presque toutes certifiées. Donc, on a vraiment un avantage comparatif. Et c'est moi qui le dis, puis je suis écologiste de formation. Donc, je vous fais me croire sur parole. Je voulais finir avec cette diapo-là. Donc, c'est des gens en Gaspésie qui l'ont fait pour moi. C'est pour dire que le secteur forestier québécooi, on peut se reconnaître comme des super-héros de la lutte au changement climatique. Et quand je dis le secteur forestier québécois, j'inclus là-dedans l'industrie de la bioénergie. Donc, c'est reconnu par les organismes scientifiques à grandeur du monde à quel point la foresterie a un rôle important à jouer dans la lutte au changement climatique. On a la chance au Québec d'avoir des forêts très bien aménagées, certifiées. On a de la biomasse en abondance. Donc, on peut se reconnaître comme étant des vrais super-héros de la lutte au changement climatique. Donc, choisissez le personnage que vous voulez, mais je veux juste que vous vous reconnaissiez dans ce rôle-là qu'on a à jouer dans la lutte au changement climatique. Merci. Bonne nouvelle. Merci, Mme Tifo. Une présentation énergétique bien rendue. C'est le fun d'avoir des bonnes nouvelles. S'il y en a qui veulent réagir, si vous avez des questions, maintenant pour Mme Tifo, on peut le faire à la fin, c'est à votre discrétion. Donc, je ne sais pas si... non, OK. Donc, I'm going to pass the microphone to Johanna. Okay, thank you very much. I will give you a short review about the forest bioenergy in Finland. And the content of my presentation is that we look at first our forest resources, then shortly our energy use, and also especially the use of wood for energy. Then I tell you something about sustainability and ecological impacts, and then very short review about our new national energy and climate strategy. And our growing stock in Finnish forests has very nicely started to increase. Oh, sorry. Is there a pointer anywhere? No. Okay. Well, you can say that in the 70s has happened something. Our forest growing stock has been increased. And why this rise have happened? What we have been done right? We started using improved seedlings in the 70s, and we developed our regeneration methods and also our harvesting methods. And we fertilize our forests. And quite much of peatlands was ditching, and also there was something which was caused by global warming. And there you can see increment and drain, and there is a same situation. The increment has been increased really much, and there is still big difference between drain and
increment. And this is the same situation, same issue, but a different figure. You can see in 70s, our forest resources was around 1.5 billion cubics. And our forest growth was around 55 million cubics, and cuttings were 45 million cubics. Now we are in the situation that our forest resources are around 2.3 billion cubics, and our forest growth is already 105 million cubics. Cuttings at the moment is around 70 million cubics. And in the future, according to Professor Jari Hynynen and his study, we can have our forest resources over 2.5 billion cubics, and forest growth can be 150 million cubics. Cuttings then can be over 80 million cubics safely. And there you can see some scenarios. There is the solid line is this forest growth, and then you can see the scenarios where forest is growing, as I saw you last slide. And then if we take our total use, estimates are that we are going to increase our use, but we are still in the safe side. The difference between the growth and use is still very big. So our forest is growing all the time, in spite that we increase use. And the situation is this kind of all over the Europe. There are several examples, for example, Finland, Germany, Latvia, Sweden and Spain. From 2002 to 2014, the growing stock volume has been increasing. Then we go to the energy use in Finland. There the blue color is biomass, energy wood, and it has been quite nicely increased. And in Finland, the situation with renewables and fossil fuels is at the moment like 50-50. Biomass is a little bit winner. A little bit more biomass is using than fossil fuels at the moment. And what is our renewables in Finland? They are mostly based on wood. Almost 80% of our renewables are based on wood, and there are small-scale use. There are wood fuels from industry and energy production, and then very much is based on our forest industry, black liquor. And then using the forest chips in Finland. Using the forest chips in Finland has been increased really nicely since we started statistics at 2000. There is some downswing in 2007, but until 2013 the increasing has been happening. Then we had a couple of very mild winters. Then at the same time, price of coal did get very low. There happened some decreasing. But our estimates 2016 and 2017 is that it will be a little bit increase. But everything depends that what happened to the price of coal. Then you can see there our heating and power plants. Whole Finland is covered with heating and power plants with different sizes. There are over 1,000 this kind of power plants in Finland which use this biomass. And if you look a little bit at our potentials, there is a situation in 2015, and there is the technical potential, which means that we harvest according our Finnish silvicultural guidelines. And there is some scenarios to 2030, and there we estimate that our technical potential could increase a little, and also our demand will increase a little.
And this technical potential will increase because of we plan to use more roundwood. Then we also get more forest chips and forest bioenergy as a side products. And if you look at the demand of forest chips in our national strategy, there is the situation which is realized 2015. We use almost 4 million cubics small diameter stem wood at the moment, and almost 3 million cubics logging residues, and 0.8 million cubics stump wood. Then our Ministry of Economic Affairs and Employment has been estimated that our use of forest chips will be increased to around 13 million cubics per year. Then we have also some scenario calculations where we estimate that there will be increase in use of forest chips, and a very large part of it is based on liquid biofuels. And then also those scenarios have some import wood. In European Union area, Finland and Sweden are the biggest users of energy of forest chips. And in Sweden, the amounts are quite the same than in Finland. They use around 7 million cubics, for example, 2014. We are a little bit winning this competition with Sweden. We are always competing with Sweden, our neighbor. And very similar things in Sweden and Finland. Competitiveness of forest chips has to be increased, that use of forest chips can continue increasing. In Finland, we have coal, which is very hard to competitive. Burning coal in some plants is cheaper than forest chips, and in Sweden they have waste, which is competing with forest chips. But the raw material price is a little bit different between Finland and Sweden. In Finland, you remember the last slide that we use small trees the most, almost 4 million cubics per year. But in Sweden they use logging residues the most. And my estimate is that in Finland, share of small trees will increase in the future also, and share of stump wood will maybe decrease. And it's really easy to predict, because using stem wood, small diameter stem wood is cheapest. Quality is the best, and cost of logging and transport is the cheapest. And dry matter losses during energy wood storing are the smallest with roundwood. Then we very quickly look at the situation of pellets. We use and produce in Finland quite small amounts of pellets if we compare it to Canada, for example. But the amount has been increased quite nicely from 2000. In the production there is some fluctuation, but it depends on the marketing situation. And in European Union, the production and consumption are also increasing very nicely by year. And there are the biggest pellet producers in Europe: Germany, Sweden, Latvia, France, and Portugal. And what are the reasons behind this rapid growth of use of forest energy in Finland? We have had lots of research programs in 90s and beginning of 2000, and there are several programs which has been there in Finland, and the work has been also continued. We did have Forest Energy 2020 program which just ended, and the BEST program which also just ended in last year. And there has been research institutes and entrepreneurs together. We have had public money, we have had private money, and lots of work. If you look at this kind of S-curve for forest energy, we can say that in Finland
Our logging residues are in quite good position in this S-curve, and thinning wood also, but with stumps we have a lot of do still. With stumps we have kind of problems that there is really much impurities in stump chips and so on. And if we look Nordic countries, we can say that Finland is maybe winning this competition again. Sweden is very good second, and in Norway there is quite much to do with utilizing forest energy still. And those ecological impacts, we have studied them a lot. We have had lots of experiments where we have studied different things, how collecting forest residues affects to the growth and soil and so on. And some kind of conclusions what those studies has been given to us is that intensive biomass harvest has both positive and also negative effects. If we collect forest residues, we have less nutrients to the waters, but we take away nutrients from the stands from the forest. But we can, for example, recycle ash and use fertilization to compensate that. But anyway, growth impact has been rather marginal in our studies. Then if we collect forest energy from the forest, fire risk is lower. And we have found quite minor impact to the biodiversity. But of course we have to find out the biodiversity hotspots and so on, and don't utilize them for forest energy. Then we have found that the survival of planted seedlings, I think that Evelyn might speak something about that, I don't know, I didn't understand any word. But we have found that the survival of planted seedlings, it was improved quite much if logging residues or energy wood was collected. And then some effects to the amount of the organic matter and quality of organic matter and these kind of things, but nothing dramatic and nothing very dangerous. And the Finnish silvicultural guidelines require leaving at least 30% of grown biomass on the harvesting sites. That anyway, we leave lots of stuff, even we collect forest residues. Then something about sustainability. Well, as a result of intensive forest management, growth rates and carbon sequestration are at high level in European countries in spite of intensive use of food. And the increase in the growth rate of forests is a result of improving the age structure by harvesting and also by forest management. And if those activities would be halted, the growth rate would eventually slow down. And in Finland, the magnitude of forest sink is very high. Its size has been more than 40% of the national emissions. And in next slide, we can see a little bit those sinks. They have been very high in last years, and reasons why the sink has been so high is that we have imported lots of food from Russia, and at the same time our forest industry has declining a little bit. But nowadays you can see that the sink is a little bit lower, and it's because the importing from Russia has declined quite much, and our forest industry has recovered and started to use domestic food again. And there is some estimates about our carbon sinks, and it's estimated that it will stay at the level of 20 million tons per year. And then some sustainability things again. Well, the role of forest in climate change mitigation is twofold. Forests store carbon and act as carbon sinks. And sustainable managed forests serve as a continuous source of biomaterials and bioenergy to displace use of fossil resources.
Then some conclusions about these sustainability issues. Well, we need to ensure by sufficient investments of forests this continuous growth. And if we want to benefit both bioeconomy and climate change mitigation, forest management needs to be optimized for sustainable flow of biomass and carbon stock maintenance. And we don't need, it's not very good to use short-term optimization, but long-term, because terrestrial forests, the rotation is very long. And if you want to mitigate climate change, the use of residual forest biomass for energy production is the most beneficial way. Then something about our climate strategy. I think that we already heard those in the lunch, but I will again give you this information. So our share of renewable energy will be increased to 50% and self-sufficiency to energy to 55%. And we have planned to halve our use of imported oil. And we have planned also stop using coal for energy. And this will improve our forest situation. Then this share of transport biofuels will be increased to 30%, and also aim is to increase the amount of electric and gas vehicles. And in general, our energy efficiency will be improved. And it has been stated in Finland that industry demand is the thing which determines the cutting levels, and we don't grow forest for the energy. But side products and residues are utilized there. Then, very smart, I have minute time left. So some studies which we have ongoing or recently finished. We have the, this is very near my heart, this first one there. We have a kind of drying park in Finland. It's a very nice experiment where we have studied a lot of dry matter losses of energy wood, and we have developed drying models where we can estimate with model the moisture content of the energy wood pile in every location in Finland. Then we have studied a very nice study about the hybrid shipper, where is electric engine and diesel engine together working and in shipping. Then we have now going on a very nice study where we study drying of forest chips in this kind of container dryer. Then we have studied stump trussing and stump lifting, and also, of course, transport operations. And then conclusions. Well, learning is also valid in forest energy. And in Finland, logging residue supply saturating, but small tree supply is still growing. And these full quality issues are very popular topic at the moment. Dry matter losses and moisture content, ash content, and so on. Then reduction of seasonal variation is some kind of logistical challenge in Finland. And wood-based oil production is taking off in Finland, and coal and wastes are difficult to compete against, and security supply is becoming more important in Finland. Economic sustainability of forest energy must be improved. And at latest I will say that terrain forest is always things which are going to take care of harvest. There are bark beetles, fire, storms, and they are going to harvest anyway the forest if we don't utilize them. So thank you very much. Thank you very much, Johanna. Is anybody having a question or comments or reaction?
Yes. A quick question, because I read somewhere that the EU was working on some new sustainability criteria, and at some point there were rumors that they would not classify biomass as a renewable energy anymore. And I know that Finnish politicians were talking about that and being very anxious. So I don't know, Joanna, whether you know something about it and whether it has been resolved. Can take the mic. Is it working? Okay. Yes, yes, biomass is still accounting as renewable energy. There has been lots of discussion, and now we are discussing with the European Commission that how the carbon balances are calculated and so on. It's a very complicated thing, and it's still going on with Commission. Okay, thank you. Maybe I have one question for you, Johanna. You told us that in Finland there was about 1,000 power plants using biomass. On those power plants, can you tell us if there are any that have also district heating, or they are only generating electricity? They are all heat and power plants, and they are just district heating power plants, this 1,000. Okay. 1,000. Okay. Yes. Okay, thank you. Because this is a sector that would like to be developed as well in Quebec. The heating sector with this biomass, as well as the institutional building, like for the government and the commercial building. Right now there are a lot that are fueled with number 2 fuel. So this is a place where we can gain a lot. So you could give us a good example. Thank you. Any other question for Joanna? Thank you. Maintenant, Monsieur Pierre Marino, s'il vous plaît. Alors, bonjour tout le monde. La présentation que je vais vous faire, je l'ai intitulée « La série de domaines du 2x4 au biocarburant ». Vous aurez pu aussi l'intituler « Du bio au bio ». Alors, je vais vous dire tout de suite, l'Association des producteurs de copeaux, c'est quoi? On a été créé en 1988. Dans quel contexte? C'est que dans les années 80, les papetières ont développé des procédés pour faire du papier et des pâtes et papier qui n'avaient plus besoin de bois. Il n'y avait plus besoin d'aller chercher du bois en forêt, faire de la pitonne de 4 pieds pour faire du papier. Ils ont développé des procédés qui pouvaient faire du papier uniquement avec des copeaux de bois. Pour eux, ils étaient capables de faire des papiers de aussi bonne qualité, puis avec des coûts beaucoup moindres que d'aller en forêt, faire du 4 pieds, puis emmener ça à l'usine. C'était possible maintenant de faire des copeaux, faire du bois avec des copeaux. Mais lorsqu'on passe du bois rond au copeau, les copeaux étaient faits par des scieries. Il y a eu des années difficiles où est-ce que les scieries et les papetières ne s'entendaient pas. Il fallait établir le prix des copeaux parce que c'est les scieries qui faisaient des copeaux. Les scieries, lorsqu'ils font du bois, de siège, ils font des copeaux en même temps. Puis eux, ils faisaient des copeaux, ils voulaient les vendre aux papetières. Les papetières, eux autres, ils voulaient établir leur prix. Les scieries voulaient établir leur prix. Il y a eu des chicanes pendant 2-3 ans. Il y a eu des montagnes de copeaux qui sont accumulés à plusieurs places au Québec parce que les scieries disaient « Pas vrai, je ne vendrai pas mes copeaux à ce prix-là. » La papetière disait « Garde-le pour toi. » Fait que là, il y a eu des montagnes de copeaux qui sont accumulés. De là, il y a eu l'Association des producteurs de copeaux pour essayer de faciliter les choses entre ces deux groupes-là. Donc, notre mission, c'est de consolider et de développer des marchés pour l'ensemble des sous-produits du siège. Puis même si on s'appelle l'Association des producteurs de copeaux, c'est pour l'ensemble des produits du siège, comme je vous dis, des sous-produits, donc les écorces, les copeaux, les sciures et les rabattures. Notre association, même si on s'appelle l'Association des producteurs de copeaux, je vais vous expliquer le contexte, mais c'est d'abord une association de scieurs. Les gens, c'est des scieurs, c'est pas des producteurs de copeaux. Ils produisent du siège, mais on fera toujours des sous-produits en même temps qu'on fait de la planche, donc les copeaux, et les sciures, les rabattures, les écorces, on en produira tout le temps. Des choses que les gens ne savent peut-être pas tout le temps, c'est que lorsque un arbre rentre dans une scierie, il y en a 44% qui ressort que c'est du siège. L'arbre rentre 100%, il sort 44% de siège. Tout le reste, c'est des sous-produits. Vous avez 40% d'écorce,
excusez, 40% de copeaux, 9% d'écorce, 4% de sciure et 3% de raboture. 45% de cierge, 55% d'autres sous-produits. C'est assez surprenant lorsqu'on ne connaît pas ce monde-là. Comme je ne parle pas des cierges, je crois, je vais quand même faire une petite explication bien rapide. L'arbre qui rentre dans la série, il rentre, première chose, on enlève l'écorce. L'écorce s'en va dans un côté, l'arbre continue. Deuxième chose, il faut en faire un bloc carré. Le côté, là, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Donc, on commence par en faire un bloc carré. Les 4 dosses, c'est ça qui est mis en copeaux. Toutes les parties qu'on allait faire un carré, c'est ça qui est mis en copeaux. Le carré continue, il y a des scies multiples. Le carré par exemple ici, on va faire des sciures. Puis là, quand le carré va passer, on va peut-être faire 3 2 par 6. Les 3 2 par 6, une fois-ci, ils ont vraiment 2 pouces d'épais par 6 pouces d'épais, et ils sont rough. Ce que vous achetez chez Rona, ça n'a pas 2 pouces d'épais par 6 pouces d'épais, c'est 1 pouce et demi par 5 pouces et demi. Le bois, il est plané, il est raboté. Fait que c'est pour le passer de 2 pouces à 1 pouce et demi bien plané, c'est ça qu'on fait des rabotures. C'est la même chose que quand on donne un coup de rabot. C'est pas des copeaux, c'est comme toutes des petites choses comme ça. Même chose qu'un rabot. Ça, c'est des rabotures. Fait que ça, c'est tous les sous-produits de l'arbre. C'est comme ça que ça se passe. Le prix de ces produits conjoints-là, comment ça se vend sur le marché, ces produits conjoints-là? Notre unité de mesure, c'est des tonnes métriques arides, c'est-à-dire tonnes métriques sèches. Parce que dans les copeaux, quand ils sont verts, il y a 50% d'eau, mais il faut qu'on vend du bois, on ne vend pas de l'eau. Tout est ramené en tonnes secs. Donc, en 2016, une tonne de copeaux se vendait à peu près 95 piastres la tonne. Une tonne de sciure, 48 piastres. Une tonne de raboture, 55 piastres. Puis une tonne d'écorce se vendait 6 piastres. Ça, c'est les prix de 2016. Là, pour avoir une petite idée, c'est-tu payé ou c'est pas payé ces sous-produits-là? Je vous ai fait un diapo où est-ce qu'on compare le prix de qu'est-ce qu'on obtient de ces sous-produits-là versus qu'est-ce qu'on obtient du siège. Le bois de siège se vend, on appelle ça, se vend l'unité de mesure, c'est 1000 pieds de bois, 1000 PMP de bois. Un PMP, c'est une planche qui a 1 pouce d'épais, 12 pouces de large, 12 pouces de long. Ça, c'est un PMP. C'est-à-dire que si la planche a 1 pouce d'épais, 12 pouces de large, 10 pieds de long, ça fait 10 PMP. Donc, un 1000 pieds de bois, c'est comme si c'était 100 planches de 1 pouce par 12 pouces par 10 pieds. Ou 100 planches de 2 pouces par 6 pouces par 10 pieds. C'est ça un PMP de bois. Fait que dans mon tableau, ce que je vous montre, je vous dis, dans les prix de 2016, quand on vend un 1000 pieds de bois, 400 piastres du mille, c'était ça le prix à peu près en 2016, bien, ce 1000 pieds de bois-là, on en ressort aussi pour 78 piastres de copeaux, pour 12 piastres de sciure et raboture, pour 2 piastres d'écorce, pour un total de 492 piastres. Le 1000 pieds de bois avec ses sous-produits produit 492 piastres. Mais si vous remarquez, tous les sous-produits, copeaux, sciure, raboture, écorce, ça fait 92 piastres. Les sous-produits valent 92 piastres sur 492 que le bois au total rapporte. Fait que les sous-produits rapportent 19% de ce que le 1000 pieds de bois rapporte. Je vous ai dit tantôt que les sous-produits, c'est 55% du volume de la tige, mais ce 55% du volume-là, il rapporte juste 19% de l'argent qui sort de l'usine. Fait que nos sous-produits ne sont pas très mis en valeur. Regardons maintenant l'historique des inventaires de copeaux au Québec. Nous, à la fin de chaque mois, on fait le tour de toutes les usines pour voir comment ils ont de copeaux en inventaire. C'est systématique, ça fait des années qu'on fait ça. Puis pour comparer, là, on prend ça tout le temps le 31 décembre. Les inventaires de copeaux au 31 décembre dans les usines québécoises étaient de 4000 tonnes. En 2009, en décembre, 14 000 tonnes. 2011, 50 000 tonnes. 2014, 185 000 tonnes. 2015, 230 000 tonnes. 2016, 300 000 tonnes. Vous voyez que les inventaires de copeaux montent tout le temps. C'est pas sorcier, c'est parce que le sol, on peut dire, 98% des copeaux sont dans l'industrie des pâtes et papiers, puis l'industrie des pâtes et papiers est en déclin continuel. 3
300 000 tonnes de copeaux, c'est à peu près l'équivalent de 27-28 jours d'inventaire pour les usines de pâte et papier au Québec, parce que les usines de pâte et papier au Québec, ils prennent 11 000 tonnes par jour. Puis le portrait, vous voyez, il s'empire tout le temps chaque 31 décembre, puis dans une semaine, il va fermer une machine à papier à Trois-Rivières, qui va arrêter de faire du papier journal pour faire du carton, partir du carton recyclé. Il va avoir un besoin de moins d'encore 220 000 tonnes. Une machine ferme 220 000 tonnes de copeaux qu'on ne trouvera pas preneur. Juste pour une machine. C'est une bonne nouvelle que l'industrie papetière laisse le papier journal pour s'enlever dans le carton où est-ce qu'il y a de l'avenir, parce que tout le monde a des boîtes dans des petites boîtes, dans des petites boîtes pour envelopper ça, puis envoyer ça pour eBay, là, tout ça. C'est une bonne nouvelle, mais ça, quand on a des copeaux à vendre, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Fait que le 300 000 tonnes, là, il va peut-être grossir à 520 000 tonnes si on ajoute la machine qui va fermer à Trois-Rivières. Maintenant, l'historique des prix des copeaux. Ça aussi, c'est assez spécial. Le prix des copeaux en 1975, c'était 44 piastres la tonne. De 75 à 90, ils ont passé à 105 piastres la tonne. Donc, il y a une augmentation de 140 %. De 90 à 2005, ils ont passé à 140. J'aurais dû mettre même c'est 145. Je me suis trompé, là. Mais ils ont augmenté de 33 %. Puis là, après ça, à partir de 2005, ça a été la dégringolade. Puis en 2017, les copeaux vont se vendre à peu près 87 piastres la tonne. Ça veut dire qu'en 2017, on va revenir au prix des copeaux de la fin des années 80. Pourtant, il n'y a rien qui a diminué. Les salaires n'ont pas diminué, les coûts en forêt n'ont pas diminué, le coût de la fibre n'a pas diminué, la difficulté de faire des opérations en forêt, ça n'a pas diminué, la difficulté de faire plaisir à tout le monde qui ont les yeux braqués sur la forêt publique du Québec, ça n'a pas diminué cette difficulté-là. Donc, les copeaux qui ont passé de 145 piastres la tonne à 87 piastres la tonne, c'est pas facile à absorber. Il y a eu des tentatives, puis il y en a encore des tentatives. La première chose que nous, les SIAR, doivent faire, parce qu'on l'a dit, c'est des SIAR, c'est d'essayer d'en produire de moins en moins de sous-produits. Donc, d'être plus efficace, d'avoir de meilleurs rendements. Les SIAR l'ont fait. Dans les 10 dernières années, ils ont baissé le taux de production de copeaux d'à peu près 10 %. Puis dans les 10 années d'avant, ils ont fait aussi la même chose. Fait qu'on peut dire sur 20 ans, ils se sont améliorés, ils ont mis des optimiseurs, toutes sortes de choses pour produire moins de copeaux. Mais c'est que, moi je connais ça, j'ai vécu ça souvent dans ma vie, faire des régimes. Là. Si on pèse 200 livres, puis il faut qu'on baisse à 170 livres, les 20 premières livres sont faciles à perdre, les 10 dernières sont plus difficiles. C'est pareil pour nos industries. Ils ont mis beaucoup d'efforts pour améliorer leur rendement, mais là, ça commence à être plus tough, là, d'essayer de faire moins de copeaux. Là, c'est de plus en plus difficile. Le gros du travail est fait. Fait qu'il y a eu l'ouvrage qui a été fait là. La récolte de bois a baissé. C'est sûr que la récolte de bois a baissé, mais ça, c'est pas les compagnies qui l'ont décidé. C'est que le gouvernement a fait des calculs sur comment la forêt était capable de produire par année au Québec. Puis, entre 2008 et 2013, ben, il y a une baisse de volume de 30 % qui est attribuée aux séries. Donc, 30 % de moins de volume qui va dans les séries, 30 % de moins de copeaux. Fait qu'on a comme enlevé le problème des copeaux, mais c'était pas une bonne nouvelle, pareil, d'avoir du volume de vente à faire. Fait que la production de copeaux a baissé de 6 400 000 tonnes par année à 4 100 000 tonnes en 2015. Mais, avec ce que je vous ai montré tantôt, il y a des surplus qui sont toujours là au rendez-vous. Les marchés sont très sensibles. Puis ils sont sensibles aux bonnes nouvelles comme aux mauvaises nouvelles. Je m'explique, bonne nouvelle. Le marché du siège est très, 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 très bon actuellement. Il est bon comme il n'a pas été depuis presque 10 ans. Les prix sont bons. La construction aux États-Unis a repris, pas en fou, mais elle reprend depuis à peu près 3 ans. Puis les prix sont très bons. Donc, les séries disent, enfin, Caroline, ça fait 8 ans qu'on mange de la misère, on va scier. On était sur 2 quarts de travail, on va scier 3 quarts, on va tout prendre notre bois de forêt publique que le gouvernement nous attribue, puis on va l'acheter sur la forêt privée. Sauf que s'ils scient plus, ils font plus de sous-produits en même temps. Le gars qui parle de 2 quarts de travail à 3 quarts de travail, il fait plus de copeaux. Donc, la bonne nouvelle qu'on a pour le siège, ben, ça devient une mauvaise nouvelle pour les copeaux. Ensuite, ben, on est sensible aux mauvaises nouvelles, automatiques, ce que je disais tantôt. Une usine de pâte à papier qui ferme temporairement ou en partie, une machine de papier sur 3, automatiquement, tout notre marché vient de prendre une débarque. Fait que des bonnes nouvelles, puis des mauvaises nouvelles, nous aussi. J'ai une chance que dans la vie privée, c'est pas toujours comme ça, que ça serait pas drôle. Là. Ça fait que... Bon. Vous allez entendre
que le marché des produits conjoints est en équilibre. Je vous ai mis un paquet de sigles à côté parce que je ne voulais pas mettre les mots que ça m'inspire quand j'entends cette phrase-là. Là. Parce que le marché des produits conjoints en équilibre, je vais entendre souvent des clients qui sont rares, c'est l'industrie des pâtes et papier, l'industrie des panneaux aussi. L'industrie des panneaux, c'est l'autre entreprise qui prend les produits conjoints. Ces gens-là disent tout le temps, le marché est dans l'équilibre, arrête donc de te plaindre, puis il y en a toujours eu des crises de copeaux, puis ça s'est toujours réglé. Ça s'est toujours réglé, mais moi je le sais, là, on est en mi-février 2017. Normalement, toutes les séries de leurs contrats de copeaux sont signés avec les papetières. Il y a des papetières au Québec qui ont des tas de copeaux, qui ont des copeaux non vendus pour l'année 2017, des séries 100 000 tonnes de copeaux de pas placés, des séries 80 000 tonnes, 60, 70, 40 000 tonnes. C'est de l'argent, là. 100 000 tonnes de copeaux, là, pour vous donner une idée, là, qui sont pas placés. Il n'y a aucun contrat pour toute l'année 2017. Ça, c'est 6 000 longues de 45 pieds de longue. C'est 6 000 longues de copeaux, ça. 100 000 tonnes. Puis, en gros, ça vaut 9 millions de dollars. Puis, supposons que le gars, il supporte ça pendant un an, ça va être quoi l'année d'après? Il n'est pas plus avancé. Là. Ça fait que des exemples comme ça, il y en a plein, il y en a toujours eu. Ça a toujours fini, c'est vrai que ça s'est réglé, mais c'est le sieur qui a tout perdu. Le sieur a perdu de l'argent, c'est incroyable. Il a laissé pourrir ça, il a vendu ça, il ne les a pas vendus, il a payé, il va s'en débarrasser, il va se faire de la place dans sa cour. Ça fait que moi, quand j'entends que ça se règle toujours le problème, je trouve pas ça drôle que c'est toujours sur les épaules du sieur. J'ai 35 ans de carrière, j'ai jamais connu une papetière qui a manqué de fibres une journée. J'ai jamais connu ça. Il y a des usines qui ont supporté des millions de dollars de copeaux dans leur cours, puis ils ont été obligés de les vendre à 10 piastres pour de la cogénération plutôt que de les vendre 100 piastres comme ça aurait dû. Ça, il y en a régulièrement de ça. Ça fait que j'aime pas beaucoup entendre cette phrase-là que le marché est toujours en équilibre. J'entends même de ça ainsi. Ben, Pierre, les sieurs, ils contribuent au problème. Ils contribuent au problème. Ben oui, ils ont ouvert un troisième chiffre. C'est certain. C'est certain qu'il y a trop de copeaux. Oui, le sieur n'aurait pas le droit, lui, de profiter d'une opportunité de marché parce que là, le prix du siège est bon. C'est de sa faute, Caroline Domino, s'il a ouvert un troisième chiffre. C'est de sa faute s'il est prêt avec. Je comprends que le papetier, lui, il ne peut pas en prendre plus. Ça, c'est vrai. Il ne peut pas en prendre plus. Il ne roule pas de machine, là. Fait que si on s'y plus, on a plus de copeaux. Mais le gars me dire que tu es quasiment un imbécile de voir un troisième quart de travail, là, en scie, là, je trouve ça un petit peu difficile à entendre. Puis, donc, moi aussi, encore là, je trouve que le marché là, qui est en équilibre, pour moi, ça, c'est pas une phrase qui me plaît pas mal. Puis, les ventes chez nous, ils sont pas heureux d'entendre non plus. Puis, quand on dit que on exporte des copeaux même pour le Nouveau-Brunswick depuis 2 années. Sur le monde, on a à peu près 200 000 tonnes par année. On exporte ça parce qu'on n'a pas de place au Québec. En 2016, on a exporté en Turquie. On a exporté des copeaux en Turquie en 2016. Puis là, on regarde, malheureusement, on regarde les marchés pour la Chine, pour le Japon, puis pour l'Europe. Parce que le taux de copeaux, on le sait qu'il va monter. Fait que ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que quand on fait des choses comme ça, là, on trouve que le marché est en équilibre? Quand le prix passe de 145 à 87 piastres, est-ce qu'on trouve que le marché est en équilibre? Je pose la question, pour moi, c'est comme trouver la réponse. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les sieurs, ils sont prêts pour sortir leur dépendance trop forte pour vendre leurs produits. Ils sont prêts. Ils sont rendus là. Les sieurs sont relativement conservateurs. Ils ont toujours eu un marché qui faisait leur affaire. Puis c'est des sieurs, c'est pas des gars en chimie, en pétrochimie. Fait mais là, ils sont ouverts à regarder d'autres choses. Ils sont ouverts à donner plus de valeur aux 50% de l'arbre qui fait des sous-produits. Je vous l'ai dit tantôt, 55% de sous-produits, ça crée juste 19% de la valeur. Donc là, ils sont ouverts à regarder cet avenue-là. Puis ils sont ouverts à maximiser la valeur des 5 produits conjoints. Les 5 produits conjoints du siège. Là, j'en rajoute un 5e. Je vous ai parlé d'écorce, copeaux, cieux, raboture. Je rajoute le bois laissé en forêt. Parce que le bois laissé en forêt, c'est encore un sous-produit du siège. C'est le siège qui va en forêt. C'est pas ça d'autre qui y va. Toute l'industrie forestière au Québec est toute approvisionnée par les scieries. La petitière, c'est les copeaux. Les panneaux, ils ont les cieux. La cogène, c'est les écorces. Mais c'est toutes les sièges qui vont en forêt chercher ce bois-là, qui fournissent les sous-produits. Puis, ils en laissent laisser en forêt.
Il en laisse tout le temps un petit peu. Le gouvernement a toujours toléré de laisser à peu près 3,5 mètres cubes marchand, pas des branches, là, du volume marchand, a toujours toléré d'en laisser 3,5 mètres cubes à l'hectare. Puis depuis 2010, dans le cadre de ce qu'on appelle bon bois, bonne usine, bon usage, là, le ministère a accepté, il a dit, là, ça n'a plus bien de bon sens d'apporter des petits arbres tout proches, de la carie, d'apporter ça à une usine de siège, quand dans le fond, vous ne ferez pas de siège avec ça. C'est du mauvais bois. Vous allez faire juste des copeaux, ça va juste augmenter la problématique des copeaux. On vous permet d'en laisser plus sur le parterre de coupe. Ça s'appelle bon bois, bonne usine, bon usage. En voulant dire, on va apporter le bon bois, bonne usine pour un bon usage. Si tu n'es pas capable de faire de siège, apporte-les pas. Là, pour le moment, le bon usage, c'est de le laisser en forêt. Tout le monde est d'accord que ce n'est pas du bon usage de laisser du bois marcher en forêt. Mais là, s'il y a une filière de la bioénergie qui s'installe, là, ça va être intéressant de l'apporter. C'était ça qui était le but du bon bois, bonne usine, bon usage. C'était d'en laisser une partie sur le parterre de coupe, plutôt que d'amener ça faire des copeaux, mais en travaillant en espérant que la filière, des filières comme la bioénergie vont arriver. Puis là, on va pouvoir apporter cette fibre-là à l'usine. C'est toujours plus important et plus intéressant d'apporter du volume, du bois, du volume marchand, qu'à apporter des branches et des aiguilles. Donc, la fibre, c'est plus intéressant pour la filière. Donc, les serres sont prêts pour ça, mais les serres sont prêts, mais c'est d'abord, avant tout, ces usines-là, c'est des serres qui en ont plein de bottines. Comme je vous explique depuis tantôt, les serres, c'est tous eux autres qui font. C'est tous eux autres qui absorbent, c'est tous eux autres qui absorbent les troubles, c'est tous eux autres qui absorbent les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux, les augmentations de coûts, les augmentations de droits de coupe. Viens pas faire de coupe pendant la période de chasse, viens pas faire de coupe dans les framboises, viens pas faire un petit chemin par là pour rendre mon lac accessible. C'est toutes les serres qui ont ça. Ils ont plein de casses. Fait que les autres, ce qui sont bien prêts, par exemple, ils seraient prêts à s'associer ou à être partenaire avec un partenaire de confiance. Un partenaire de confiance dans l'industrie des biocarburants, mais un partenaire de confiance, par exemple, qui a fait ses devoirs, qui vient voir le CA et dit, regarde, moi, j'ai quelque chose à te proposer. J'ai développé un procédé, j'ai développé un produit, j'ai développé des marchés, mais ça me prend de la fibre. Tu veux-tu t'associer avec moi? Bien, le CA, il va être prêt. Il y en a là qui sont prêts, moi, je le sais. Il y a des gens ici qui le savent aussi. Ils sont rendus là. Je ne vous dis pas que toutes les serres sont rendues là. Mais d'après moi, il y en a une coupe par région, par exemple. Ça fait que ça veut dire une vingtaine de serres tout de suite en partant. Donc, en conclusion, comme je vous ai dit tout à l'heure, les produits conjoints du siège seront très sensibles aux bonnes nouvelles comme aux mauvaises nouvelles. On peut réagir aux nouvelles, puis attendre, ou on peut anticiper et être en position de profiter des nouvelles opportunités d'affaires parce que nous avons la disponibilité de fibres, des infrastructures régionales développées, on a de la main-d'œuvre, des centres de recherche, un marché pour l'économie verte à proximité du Québec, tout autour de nous autres, l'Amérique, on a un courant vert irrésistible. Donc, je pense qu'il y a un timing parfait pour que l'industrie des biocarburants et l'industrie du siège se parlent et fassent de la business ensemble. Merci.